Bonjour à tous, on est quelques jours après l'Ironman de Vitoria qui a eu lieu le 10 juillet au Pays Basque espagnol. C'était une course, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, qui était un report de 2021 et même de 2020 en réalité. Et donc du coup, je n'aurais pas nécessairement décidé de caler à ce moment cette course-là si j'en avais eu la possibilité, d'autant plus en sachant que j'ai l'Ironman du Kazakhstan dans un mois et Kona 3 mois après. Mais bon, c'est tombé comme ça et au final, c'était un bon test pour voir l'état de forme à 3 mois des championnats du monde 2022, voir si l'intensité qu'on a rajoutée ces dernières semaines a créé un effet positif sur la performance et aussi tester la nouvelle position sur le vélo, légèrement modifiée après Saint-Georges, après un second passage au Vélodrome cette année. Donc on est parti le mercredi pour une course qui se tenait le dimanche, sachant que je voulais passer à Huesca chez Unico pour finaliser le travail sur mon cockpit custom, ce qu'on a fait mercredi après-midi. Après une nuit passée à Huesca et un petit entraînement de course à pied tout tranquille autour d'un parc en centre-ville, on a repris la route pour Vitoria le jeudi matin, ce qui nous a fait arriver là-bas à l'heure du déjeuner, juste pour aller récupérer les dossards. When you're up against the wall and you cannot fall, so go on, go on, go on, go on, so go on, go on, go on. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go on. When you're up against the wall and you cannot fall, so go on, go on, go on. When you're up against the wall and you cannot fall, so go on, go on, go on, go on, so go on, go on, go on, go on, go on, go on. On avait aussi obtenu une accréditation presse, ce qui a permis à Sandra de faire des vidéos et des photos bien sympas durant toute la course. Et donc après avoir récupéré tout ça, je suis allé faire un petit tour de 2 heures à vélo pour reconnaître une partie du parcours en partant de la T1 qui est juste au bord du lac de Landa, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville, et en suivant le GPS jusqu'à temps que je me perde en revenant vers Vitoria sur la fin de la boucle et que je mette une trentaine de minutes à retrouver mon chemin. Au final, je finis avec un petit peu plus de 70 km à la place des 60 prévus. Comme à chaque fois, j'ai transformé la chambre en zone de combat et pour ceux qui souhaitent faire cette course à l'avenir, mon conseil c'est vraiment de vous y prendre à l'avance parce qu'il n'y a pas 50 options pour se loger dans cette ville et surtout à un prix correct vu le peu d'offres. Vendredi matin, petit tour par la piscine pour une petite séance assez courte de 1300 mètres. Bonne sensation en mettant un petit peu d'intensité au début de séance et en finissant en faisant des longueurs essentiellement en glisse juste pour le fil. Vendredi après-midi, petite séance de course à pied de 8 km avec 3 petites accélérations de 30 secondes à 3,30, rien de bien méchant. Le but ici, c'était vraiment de garder de la tonicité dans les jambes en limitant au maximum la fatigue. Vendredi soir, on se retrouve avec Yannick Matejisek et son ami Elodie, qui est également à l'AS Monaco Triathlon et qui avait gagné l'Ironman de Vitoria en 2021. Super soirée, on se retrouve du coup le lendemain matin, donc le samedi, pour aller rouler ensemble et reconnaître la fin du parcours jusqu'à la T2. 25 km et un petit peu moins d'une heure, mais l'idée ici c'était juste de faire tourner les jambes et de checker que tout était ok sur le vélo. Après avoir préparé tout le matériel et fait les dernières vérifications, je vais déposer mon sac rouge dans l'aire de transition T2 en plein centre-ville en milieu d'après-midi et en fin d'après-midi vers 18 h, je vais déposer le vélo ainsi que le sac bleu pour la T1 au bord du lac. Généralement, j'essaie toujours d'y aller en toute fin de journée histoire d'éviter que le vélo ne prenne trop le soleil et par temps chaud, n'oubliez pas de dégonfler vos pneus histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises le lendemain matin. J'ai le numéro 103, donc 3e dossard au niveau des groupes d'âge juste après les pros, ce qui me permet d'avoir une super place dans le parc à vélo. Vraiment, c'est tout l'intérêt d'être AWA. Petit dîner dans la chambre, essentiellement à base de riz, couché à 22 h et au final, ça me fait une bonne nuit de sommeil jusqu'à 5h30 le dimanche matin qui était l'heure du lever, toujours 3 heures avant le départ. Le lendemain matin, je me sens bien en forme, bien reposé et là c'est toujours le même rituel. Petit déjeuner, derrière préparation et vérification du matériel, préparation des bidons et on se dirige vers la T2 où on arrive à 7h30, donc assez large pour ne pas se presser à préparer le vélo, s'habiller et s'échauffer.
On se retrouve donc avec Yannick et on s'incruste pour partir juste devant dans la première vague et éviter ainsi d'être pris dans le groupe à la sortie de l'eau et de devoir gérer le drafting. Niveau météo, il fait un petit peu frais le matin mais la température monte rapidement, il fait déjà 15-16 degrés au moment du départ et avec une eau à 20 degrés, pas trop froide ni trop chaude, on peut naturellement nager avec nos combinaisons. On part à 8h30, soit 10 minutes après le départ des pros hommes, sachant qu'il n'y avait pas de course professionnelle pour les femmes sur cet Ironman. C'est un rolling start et je dois partir à peu près dans les, on va dire les 20 premiers athlètes à ce moment-là, donc vraiment en tout début. Les 100-200 premiers mètres se passent très bien, je force pas particulièrement et j'essaye surtout de poser ma nage, sachant que je ne vais de toute manière pas pouvoir rester avec les mecs autour de moi qui pour la plupart finiront la natation en moins d'une heure, alors que je m'étais fixé pour objectif 60 minutes. J'arrive quand même à drafter quelques autres athlètes, mais très vite je commence à ressentir une tension au niveau de l'épaule droite et au fur et à mesure de la natation qui progresse, une sorte d'engourdissement au niveau de mon bras droit et de ma main droite. Je n'ai jamais eu ça avec cette combi et je me dis que j'ai sûrement du mal l'enfiler et que j'aurais peut-être dû davantage remonter la manche, un peu comme j'ai fait finalement avec la gauche, pour éviter cette tension et bénéficier du maximum d'amplitude qu'elle peut offrir. Donc pas des sensations ouf et je me dis même que je vais faire juste une natation de merde et je me vois déjà sortir de l'eau en 1h10 tellement je suis juste focalisé sur mon bras droit. Et quand je sors de l'eau et que j'appuie sur ma montre, elle m'affiche 1h02 et franchement j'hallucine. C'est toujours pas 60 minutes mais c'est quasiment encore 3 minutes de gagné par rapport à Saint-Georges il y a 2 mois et là ça me chauffe direct comme il faut pour partir sur le vélo. La transition se passe très bien, en un petit peu plus de 3 minutes, j'enlève la combinaison, j'enfile mon casque, j'avale un gel en même temps que je cours vers le vélo et c'est parti pour 180 km qui se feront en 3 boucles autour du lac. Niveau flying mount, je n'ose toujours pas et je perds encore du temps avec une chaussure qui se décroche en montant sur le vélo et c'est vraiment un point qu'il faudra que je travaille par la suite. Au départ du vélo, vraiment peu de gens autour de moi, température idéale, route vraiment très correcte, je me sens vraiment frais et bien en forme et même si j'ai envie de pousser bien fort, je me tiens à mon plan de course et je vise entre 230 et 250 watts de moyenne. Sur la première heure, ça passe sans problème et je couvre 39 km, donc il y a une moyenne de 39 km/h en étant assez relax, bien calé dans ma position et en faisant attention à la nutrition et à l'hydratation. D'ailleurs, pour faciliter l'absorption de glucides et vu qu'il prévoyait pas mal de chaleur, j'avais aussi prévu une gourde uniquement avec de l'eau et des électrolytes, ce qui pour moi, je trouve que par rapport à d'autres courses, a eu vraiment un effet positif sur mon ressenti général. Et après, c'est là que tout a commencé à partir en couille. Vers le kilomètre 45, je commence à entendre un petit bruit anormal qui vient de la transmission alors que le vélo est réglé au millimètre et ne fait généralement aucun bruit. Je mets quand même un petit peu de temps avant de me rendre compte que ça vient d'un frottement de la chaîne à chaque coup de pédale sur l'extérieur du guide du dérailleur avant. Honnêtement, je comprends juste pas à ce moment-là ce qui se passe. Je pense à toutes les choses qui se sont produites depuis le départ et selon moi, rien n'aurait pu entraîner ça. Je me souviens avoir bien serré le dérailleur avec la clé dynamométrique et lorsque j'avais remonté le 50-37, donc ça peut juste pas venir de là. Et au fur et à mesure, le bruit devient de plus en plus présent, surtout lorsque je pousse avec mon pied droit et au bout d'un moment, je commence à voir même le plateau qui commence à prendre un petit peu d'angle en même temps que j'appuie sur la pédale et là, ça devient assez clair. J'avais resserré le plateau mais j'avais laissé le serrage avec la clé dynamométrique pour la fin et j'avais tout simplement oublié. Donc vu que le truc commence sérieusement à se dévisser, je commence à imaginer dans ma tête le scénario où tout se décroche à 45 km/h et clairement c'est pas très joli. Donc vu que j'ai pas checké le briefing qui généralement, on va pas se mentir, ne sert pas à grand chose, je sais pas où sont placés les mécanos sur le parcours, mais je sais que j'en avais passé un au kilomètre 45 au milieu d'une descente bien longue et bien droite où on dépasse facilement les 60 km/h. Je continue comme ça en finissant la première boucle et en passant je vois qu'il y a une sorte de caisse à outils qui ressemble à un stand de mécano à côté de la penalty tent juste après la T1, mais personne à côté, donc je me dis que je vais pas attendre qu'un mec se pointe et donc je continue. 30 km plus loin, deuxième penalty tent, mais dans une descente juste après un virage et je vois aussi trop tard que là pour le coup il y a effectivement du matos et un mec, mais je vais pas m'arrêter pour remonter. Alors le plateau bouge de plus en plus et du coup je demande à un arbitre à moto où est la prochaine et là il me confirme qu'il y a celle qui était au milieu de la descente que j'avais bien vue vers le kilomètre 50. Celle-là, je la rate pas, je freine au milieu de la descente, explique vite fait au bonhomme ce qui se passe et il me resserre le plateau parfaitement avant que je reparte. Et quand je vois le nombre de tours qu'il avait fait, je me dis que c'était vraiment le temps de le faire. Donc en gros, je pense que j'ai bien perdu une dizaine de minutes à cause de ça, en sortant de la position aéro pour checker ce qui n'allait pas sur le vélo et essayer de comprendre où ça frottait, pousser beaucoup moins fort jusqu'à pouvoir réparer, casser le rythme au milieu d'une descente où j'aurais encore pu profiter de l'élan pendant plusieurs kilomètres et naturellement m'arrêter, réparer et repartir. Et tout ça, ça m'apprendra tout simplement à vérifier mieux le vélo la prochaine fois. La fin de la course se passe très bien, je pousse comme je peux pour tenter de rattraper le temps perdu et j'arrive à T2 en 4h55 minutes. Sur la T2 qui se trouve en centre-ville, des volontaires sont là pour attraper les vélos, donc je descends, je file mon vélo à un bonhomme et je cours vers la tente de transition pour enfiler mes Alpha Fly.
chaussettes, chaussures, je prends le petit sac congélation avec les lunettes, le bandeau et tout ce que j'avais dedans et je pars sur le marathon. Alors niveau ambiance, c'est assez exceptionnel, les rues sont pétées de monde, il n'y a pas 10 mètres sans qu'il y ait des gens qui hurlent et quand on se rapproche de l'arrivée, alors là c'est vraiment une super expérience. Premier kilomètre en 3,58, trop rapide mais il passe comme si je courais à 5 au kilo, les jambes sont là, le cardio est bon, la nutrition et l'hydratation étaient super bien gérées donc vraiment je suis super content. Ensuite je me force tout de même à ralentir progressivement sur les kilomètres suivants pour arriver à mon allure cible de 4,20 et que j'arrive en gros à tenir jusqu'au 14e kilomètre où je passe en 1h01 donc pile sur l'objectif de 3 heures au marathon. Mais là tout commence à dévisser très sérieusement, depuis 5 ou 6 km j'ai une douleur à un orteil du pied gauche qui n'arrête pas de grandir et que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ça devient vraiment gênant au point de devoir modifier ma foulée pour ne pas trop la porter sur l'avant du pied, ce qui commence à créer des douleurs dans les chevilles, dans les genoux, dans la hanche. Bref, la foulée se décompose petit à petit au point qu'au kilomètre 15, je le cours en 7 minutes 30 je crois. Je suis obligé de m'arrêter, de m'asseoir pour voir ce qui ne va pas et comme il n'y a rien, je repars mais je n'arrive pas à retrouver mon rythme. Les kilomètres commencent à s'allonger et je vois que le temps sera de toute manière pas génial et du coup je décide de vraiment ralentir pour ne pas créer de surfatigue. Hors de question d'abandonner, mais ça sera quand même con de se faire plus mal que nécessaire pour gagner 3 places dans le ventre mou du classement. Au final, marathon bouclé en 3h43, ce qui donne un temps total de 9h47. Ça reste encore une fois très loin de l'objectif, mais comme toujours, je préfère retenir le positif pour m'aider à avancer encore plus et me souvenir de ce qui s'est mal passé pour apporter justement les corrections nécessaires pour la suite. Donc qu'est-ce que je retiens de cette course? D'une part, on va rajouter de la nage en eau libre avec et sans combinaison, histoire de ne plus avoir les difficultés que j'ai eues au niveau des épaules avec la pression exercée par la manche et que je m'habitue également à une nage sans combinaison pour Kona. Il y a clairement encore eu du progrès dans l'eau, mais il faut encore gratter 2 minutes en course pour passer sous les 60 minutes. Les transitions sont bonnes, autour de 3 minutes. Idéalement, si je pouvais encore gratter 30 secondes sur chacune des transitions et ne pas perdre plus de 5 minutes en tout, ça serait top. Il faut également travailler le flying mount et la descente du vélo pour pas avoir l'air d'un mec qui monte sur un vélo pour la première fois. Niveau vélo, la plage de puissance est la bonne, 230-250 watts. On va encore essayer de tirer ça un petit peu vers le haut, mais il y a déjà pas mal de progrès par rapport à Saint-Georges. Bon, je passe sur le fait qu'il faudra que je vérifie un petit peu mieux le matos la prochaine fois. La position sur le vélo est vraiment au top suite à mes 2 tests en vélodrome et j'ai hâte de finaliser les prolongateurs avec Unico pour encore plus de confort et d'aéro sur le vélo. La nutrition, l'hydratation avec la prise d'électrolytes était vraiment bien gérée, aucune baisse d'énergie, même avec des températures assez élevées, ce qui est plutôt bon pour Kona. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le marathon avec mon pied, je n'avais pas ça en arrivant à la T2 et je n'ai rien cogné de mémoire durant la course. Les chaussures ne m'ont jamais fait ça, la seule explication possible je pense, c'est que j'ai trop remonté la chaussette, ce qui du coup a comprimé mon orteil et à force a créé une sorte d'hématome et cette douleur qui m'a empêché donc de continuer sur ma lancée. Je pense aussi que le travail de préparation physique générale a bien payé car je me suis senti bien plus fort sur le vélo et sur la course à pied avant de dévisser totalement. Donc un sentiment mitigé au niveau de mon résultat et du coup des axes de travail identifiés pour les semaines et les mois à venir, mais super content pour mon pote Yannick qui explose l'ensemble des groupes d'âge en finissant premier toutes catégories confondues avec plus de 16 minutes d'avance sur le deuxième et se classe 8e au général, professionnel compris. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous pouvez le suivre sur son compte Insta, il passera pro l'année prochaine et ça va faire très mal. La prochaine course devait être l'Ironman du Kazakhstan le 14 août, mais j'ai décidé de switcher sur le 70.3, ce qui sera moins taxant en vue de la dernière ligne droite avant Kona. Là, je termine ma semaine de repos sans forcer, sans volume ni intensité, avant de s'y remettre progressivement la semaine prochaine pour préparer ce 70.3 pour lequel il va falloir remettre un peu de vitesse, car si le volume est là, ça va surtout se jouer sur la vitesse à vélo et en course à pied sur un parcours tout simplement plat et sur lequel il va vraiment falloir envoyer fort. D'ici là, entraînez-vous bien. Un grand merci à tous ceux, et vous étiez très nombreux, qui m'ont envoyé des messages avant, pendant et après la course et je vous dis à très bientôt.